poser Merci la question. beaucoup. Ah, merci Myriam, à toi. Vraiment heureux de t'avoir avec nous. Je vais vous la présenter juste avant de lui passer la parole. Alors, Myriam Vignipo est résidente en psychiatrie à l'Université de Toronto. Elle a obtenu son doctorat en médecine de l'Université de Montréal et compte rester à Toronto après sa résidence pour offrir des services psychiatriques en français ici. Donc, on est bien heureux de ça. Elle fait de la recherche à CAMH sur la santé mentale de personnes 2S LGBTQ+, et elle est coprésidente de Queer en Psychiatry, une communauté de pratique au sein du département de psychiatrie à l'Université de Toronto qui vise à améliorer le curriculum médical en ce qui a trait aux personnes 2S LGBTQ+, et à créer une communauté de mentorat et de sensibilisation dans le cadre du programme de psychiatrie. Alors, merci Myriam, on est très heureux de t'avoir parmi nous. On va enregistrer la conversation. J'espère que personne n'a des problèmes avec ça. Si oui, faites-nous signe. Alors, Myriam, je te cède la parole. Myriam ou Sébastien? Merci Ah, beaucoup. pardon, Sébastien. Moi, Sébastien, pardon, c'est Sébastien, excusez-moi. Il va plutôt Aucun poser problème. les questions à Myriam. Merci beaucoup, Hélène. Ça fait Merci, plaisir. Myriam, d'avoir accepté de te joindre à nous, en fait, et d'échanger un peu là, sur le sujet. C'est un sujet palpitant. À toute information, moi, j'utilise les prénoms il et lui. Donc, n'hésitez pas. Si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, faites-moi signe. Juste un petit retour, en fait, comme Hélène a mentionné, en fait, les questions, vous pouvez les inscrire dans la fenêtre de clavardage, mais on va y répondre seulement à la fin. Et même chose, lorsqu'on va être rendu à la période de questions, on va vous faire signe, vous pourrez lever la main. Donc, si vous regardez là, dans les options, vous avez une réaction, vous avez une petite main. Vous pouvez simplement cliquer dessus pour l'activer, puis on va pouvoir vous nommer pour, en fait, donner la parole à quiconque. Donc, ça fait tout. Ben, juste comme ça, si vous entendez un gros écho de ma part, désolé, je travaille dans ce que j'ose appeler un aquarium. Alors, j'essaie de régler la situation, mais pour l'instant, on vit avec ça. Hélène, tu avais quelque chose à ajouter, je Oui, pense? un petit oubli de ma part que j'allais dire qu'on va terminer la portion avec Myriam vers 12h50 environ. Puis à la fin, on se réserve aussi un peu de temps pour vous parler d'un nouveau programme qu'on lance ici à la Cité en santé mentale et toxicomanie. Alors, on espère que vous allez rester aussi pour cette discussion-là. À la fin, Myriam, je pense qu'elle va devoir nous laisser, mais nous, on va continuer encore. Donc, on devrait tout terminer pour 1h15 au plus tard. OK? Alors, Oui. vas-y, Sébastien. Merci. Merci, Hélène. Eh bien, on va commencer avec une question simple pour Myriam. Peux-tu nous présenter ton parcours, s'il te plaît, en bref, d'où tu viens et ainsi de suite, s'il vous plaît? Pas de problème. Alors en fait, je suis originaire, du Québec, Montréal. Donc j'ai grandi là et puis j'ai fait ma médecine, à Montréal aussi. Heu, j'ai fait un peu moitié parcours en anglais, moitié parcours en français. Donc je suis allée au cégep Dawson. J'ai fini par faire ma pré-med à l'université de Montréal et ensuite, j'ai été matchée avec le processus, CARMS à Toronto, pour, procéder aux études, disons, postdoctorales, donc la résidence. Une fois arrivée ici, au tout début de la résidence, en fait, un superviseur est venu nous parler, parce que lui, il trouvait que le curriculum, en ce qui a trait aux personnes de LGBTQ+ à l'Université de Toronto était peut-être un peu problématique. Il manquait certaines portions. Il trouvait qu'une grosse révision était nécessaire. Alors, il a commencé à recruter des gens qui étaient intéressés. Donc, quelques collègues et moi, on s'est inscrits avec lui. Et on a procédé à former un groupe, qu'on a appelé Queer in Psychiatry. Donc nos objectifs étaient de créer une communauté de pratique, au sein du département et on voulait surtout, avoir, comme objectif le soutien aux étudiants de SLGBTQ+, et aux alliés. On voulait avoir, une communauté de mentorat, travailler sur l'éducation et la sensibilisation, dans le département. Éventuellement, on aimerait ça que cette communauté soit, dans tous les départements, donc ce serait plus queer in medicine, Mhm. idéalement un jour. Ouais. Mais pour l'instant, on a commencé en psychiatrie et puis, j'imagine que j'aurai gradué avant que ça procède un peu plus loin, mais on espère qu'on a semé, ce qu'on devait semer pour commencer. Et puis, aussi en première année, j'ai commencé à m'intéresser, à la recherche. Donc, on m'a connectée avec, un professeur à CAMH, donc docteur Alex Abramovich, qui lui faisait beaucoup de recherches avec la communauté trans. Donc c'est comme ça que j'ai commencé un peu à travailler auprès de cette population-là
Et puis, généralement, on fait à peu près 2 mois par année ensemble et puis genre juste ensemble et ensuite, je fais d'autres rotations, mais je travaille avec lui dans le background un peu de ce que je fais et on a publié, l'année dernière dans le journal pour le AGLP aux États-Unis et puis, on espère continuer à publier, dans le futur. On travaille pour l'instant sur un projet, qui examine le rôle de la marginalisation, dans la santé des personnes trans et puis, on espère peut-être publier quelque chose dans l'année qui suit. Donc encore une fois, on se croise les doigts. Et puis en psychiatrie, du français, en fait. Alors en arrivant à Toronto, j'avais constaté qu'il y avait certaines organisations, pour, par exemple, la santé mentale, chez les, personnes qui parlent de langue asiatique, chez les personnes qui parlent espagnol, qui parlent portugais, mais j'avais pas vraiment trouvé une clinique spécifiquement dans le cadre de l'Université de Toronto pour les francophones et je pense que ce que les gens disaient souvent, c'était que les francophones avaient aussi tendance à parler anglais et donc ils pouvaient accéder aux services psychiatriques en anglais. Mais finalement, on a beaucoup discuté, puis on se disait que non, mais les gens, surtout en santé mentale, veulent parler de leur vécu dans leur langue maternelle. C'est beaucoup plus facile pour eux de communiquer ce qu'ils ont vécu. Alors même Effectivement. s'ils peuvent parler anglais, ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas avoir de service pour eux aussi. Alors, lors de ma troisième année, j'ai commencé à discuter avec des superviseurs pour essayer d'ouvrir une clinique supervisée. Évidemment, je suis encore résidente. Et puis, au début de cette année scolaire, donc en juillet 2021, j'ai commencé à travailler avec le Centre francophone du Grand Toronto. Euh, et puis voilà, donc là, je vois des consultations, qui viennent de chez eux et je les suis pendant quelques mois pour, commencer de nouveaux médicaments, faire des recommandations psychothérapeutiques et là, je les renvoie vers le centre francophone pour, accéder à ces services-là. J'ai vraiment l'intention de continuer, ce service quand je serai, superviseure moi-même, mais on a encore 1 an avant que ça arrive, alors on verra ce qui arrivera et où je pourrai travailler. Et c'est pas mal ça. OK. Après ça, on a parlé aussi avec le Collège de la Cité pour, le programme que vous avez l'intention de commencer. Puis j'espère aussi travailler avec vous, cette année scolaire. Alors voilà pas mal moi. C'est excellent. Ça, écoute, merci. C'est un bon parcours de vie, est-ce que j'entends? Juste une petite précision, ton sujet de recherche, peux-tu nous en parler un petit peu plus et plus aussi pour bien comprendre pourquoi tu as choisi ce sujet-là? C'était l'invitation ou c'était aussi un intérêt personnel? Juste, euh, tu peux nous expliquer un petit Un peu peu cette des 2 en démarche. fait. Alors, mon sujet de recherche spécifiquement, c'est la santé mentale des personnes transgenres. Et comme j'avais dit, le projet actuel, on examine le rôle de la marginalisation spécifiquement sur, la santé mentale et la santé physique en fait des personnes transgenres. Moi, je fais partie de la population de LGBTQ+. Moi, je suis dans le B. Et en fait, en arrivant à Toronto aussi, on a beaucoup parlé de recherche dans cette communauté-là, mais la communauté où il y avait le moins de recherche, en fait, c'était la population trans, de ce qu'on pouvait trouver. Et ce qui est malheureux, en fait, c'est que cette population est très vulnérable, très marginalisée, très souvent plus marginalisée, en fait, que les autres lettres, dans le spectre. Mhm. Alors, je m'étais dit: «Pourquoi ne pas me lancer dans la recherche, dans un domaine qui a besoin de recherche, en fait et où je trouve que la recherche pourrait avoir un impact très important?» parce que si on peut trouver, heu, pourquoi les personnes trans sont plus vulnérables, on peut aussi travailler sur ces raisons et puis les rendre moins vulnérables, les aider encore plus et puis, c'est ça, si on ne comprend pas la santé mentale de cette population, on ne peut pas l'améliorer. Alors c'était pas mal ça. Aussi, quand je travaillais dans les autres spécialités, parce qu'en médecine, les 2 dernières années de médecine, on travaille dans toutes les spécialités, on fait des rotations un peu partout et puis je rencontrais beaucoup, beaucoup de personnes transgenres dans le stage psy comparé aux autres spécialités et je voulais comprendre pourquoi et c'était revenu beaucoup au rôle de la psychiatrie dans la transition elle-même et ça aussi, on peut en discuter un peu plus tard. Ça, c'est plus le côté légal. Alors pour avoir accès à certains aspects de la transition, il faut voir un psychiatre et ça aussi, ça cause des problèmes, variés. Mais aussi, pourquoi est-ce que leur santé mentale semblait, moins bonne, en fait, que d'autres personnes? Qu'est-ce qui faisait que ces personnes étaient plus déprimées, étaient plus anxieuses? Qu'est-ce qui se passait à ce niveau-là? Et puis historiquement aussi, la population de LGBTQ en général a été très maltraitée par la psychiatrie. Et puis, pour moi, il y a un objectif aussi de vouloir rendre la santé mentale plus inclusive pour ces populations-là, plus accessible et essayer de faire n'importe quelle réparation possible pour, les dommages causés par la psychiatrie dans le passé. Alors c'est un peu pour ça que je me suis rendue, dans cette direction-là. OK, OK, ben, c'est vraiment intéressant. Et quand on parle de communauté justement trans, est-ce que tu peux nous donner un
portrait, en fait, de la communauté. Ça a l'air de quoi? C'est qui ces individus-là, en fait? Juste glisser quelques mots là-dessus également. Ben, en fait, c'est super important de noter que le Canada, en fait, on est le premier pays au monde à produire des données sur les personnes transgenres qui sont, disons, à jour et qui ont été inclus dans le recensement, de 2021. Ben, en fait, les données datent de 2018, mais on les a sorties en 2021. Mais Hem, parce que c'est ça qui manque en fait dans beaucoup, beaucoup de pays. Il y a pas de statistiques et puis il y a beaucoup d'articles qui sont sortis où les gens essayent d'estimer basés sur, par exemple, combien de gens sont venus dans une clinique ou combien de gens à l'hôpital, mais c'est pas un portrait à jour, de la population. Alors, si on parle un peu de démographie, ben, en fait, peut-être qu'on commencerait par les définitions. Alors, quand on parle de personnes Ouais. parce qu'on dit C'est transgenre, on dit cisgenre, mais ça veut dire quoi? Alors, une personne cisgenre ou cis, dépendamment de si on veut abrévier ou non, disons, c'est une personne qui s'identifie au genre assigné à la naissance. Alors, quand on veut dire le genre assigné à la naissance, quand un bébé est né, généralement, l'hôpital regarde les parties génitales du bébé et puis ils disent c'est une fille ou c'est un garçon, c'est fini. Évidemment, ça ne, ça ne résume pas du tout bien ce que ça veut dire le genre et avec le temps, les gens s'identifient différemment à ce qui a été assigné à la naissance. Donc, quand on dit que quelqu'un est cis, ça veut dire que ce qui a été assigné à la naissance, en fait, pendant le reste de leur vie, c'est ça qu'ils ont ressenti et c'est comme ça qu'ils s'identifient et voilà. Quand on dit quelqu'un de transgenre, une personne trans, donc ce serait quelqu'un qui ne s'identifie pas à ce genre qui a été assigné à la naissance. C'est un peu un terme générique qu'on utilise souvent pour désigner toutes les personnes qui s'identifient partout sur le spectre du genre, sauf les personnes cis. Alors, quand on dit trans, on peut aussi inclure les personnes qui sont non-binaires, on peut l'utiliser comme ça, comme terme générique et après ça, d'autres personnes peuvent spécifier un peu plus, leur identité spécifique. Et un petit rappel aussi, le genre n'est pas la même chose que la sexualité. Alors, il y a des gens parfois qui vont dire: «OK, mais si on s'identifie en tant que gay, est-ce qu'on va éventuellement devenir trans?» et cetera. C'est pas du tout le même spectre, ils ont rien à voir. Alors la sexualité, c'est les gens avec qui on veut être en relation et puis le genre, c'est notre identité personnelle. Alors juste pour clarifier une ça aussi chose parce à ne pas que confondre. c'est ça, pour ne pas les confondre parce que je vois souvent les gens les confondre. Et c'est ça et du côté un peu plus, disons, biologique, comme j'ai dit, on n'a pas fait beaucoup de recherches là-dessus et puis on est en train d'essayer de faire cette recherche-là. Il faut aussi faire vraiment attention à ne pas plus stigmatiser les populations à travers la recherche. Donc, disons, c'est un peu délicat quand on est en train de commencer à recruter les gens pour faire ces études-là. Mais on a fait 2 études récemment qui ont été extrêmement importantes et qui ont démontré à travers, l'imagerie médicale, donc des MRI, que en fait, une femme transgenre, son cerveau et la façon dont le cerveau réagit aux stimuli est beaucoup plus similaire au cerveau d'une femme cis qu'au cerveau, Ah, d'un homme cis. Alors on sait qu'en fait, ça se rapproche beaucoup plus au niveau même biologique, cerveau, neurologique et c'était la même chose pour les hommes trans. Ça ressemblait beaucoup plus aux hommes cis, qu'aux femmes cis. Alors on voit qu'il y a quelque chose de biologique, à ce niveau-là et je trouve que ça ramène aussi beaucoup l'importance de la recherche et aussi l'importance que c'est pas un choix, c'est pas juste des gens qui font ça parce que c'est le fun, c'est vraiment leur identité, c'est qui ils sont et c'est super important. je trouve que c'est super important de le mentionner, justement, parce que, tu sais, on peut facilement tomber dans cet élément-là. Puis comme Catherine vient de le mentionner, il faut en parler plus. Mais écoute, c'est Mmh. totalement ça. Parce qu'il y a Euh, beaucoup de stigmatisation qui vient de ça aussi. Alors je pense que juste savoir ça, ça peut aider. Et puis aussi au niveau démographique, donc au Canada, il y a environ, basé sur ce recensement-là, qui m'excite beaucoup en fait, mais il y a 1 million de personnes de SLGBTQ+, au Canada. Ça fait à peu près 4% de la population âgée de 15 ans et plus. Donc les gens qui probablement ont eu le temps de commencer à se questionner, commencer à s'identifier plus, parce que disons 15 ans, c'est en plein dans la puberté. mhm. Et puis dans la population des 15 ans et plus, à peu près 0,24% sont transgenres, donc 75 000 personnes au Canada. Après ça, au niveau de ce que ça veut dire, en fait, heu, malheureusement, dans le même recensement, ils ont noté qu'à peu près, que les personnes trans, vivaient 3 fois plus de discrimination que la population cis et ensuite, lors de la pandémie, c'était encore pire. Hem
pour les crimes motivés par la haine, les personnes trans en vivent encore plus que le reste des personnes de SLGBTQ. Et malheureusement, si on compare, parce qu'il y a cette statistique, mais si on compare les crimes motivés par la haine, motivés par la religion, contre ceux motivés par cette mentalité anti-trans, 53% des crimes motivés par la haine anti-trans sont violents, contre 27% motivés par la religion. Alors, on sait qu'ils vivent encore plus de crimes motivés par la haine et encore plus de violence, en fait, comparé à la population cis. Donc, on voit vraiment que la stigmatisation joue un rôle important, la marginalisation joue un rôle important. Donc, on sait que la population générale est beaucoup plus ouverte, mais on a quand même beaucoup, beaucoup plus de travail à faire. Totalement. Totalement. Puis, tu touches quand même quelque chose d'intéressant quand on parle parce que tous ces éléments-là, bien entendu, ça a un effet sur la santé mentale des gens. Tu sais, je veux dire, d'une part, le questionnement, je vais devoir l'appeler comme ça, le questionnement identitaire au point de départ de OK, pourquoi est-ce que je pense comme ci ou peu importe le processus. Mais outre ça, il y a des facteurs externes. Puis, peux-tu nous parler en fait de quelques facteurs qui peuvent contribuer en fait à je cherche les bons mots, là, je ne veux pas tomber À la dans santé quelque chose. mentale, disons. À la santé C'est pas mal mentale, ça. merci, très bien apporté. Des personnes trans, donc les facteurs Parfait. qui peuvent en contribuer, si on peut dire. Disons, donc la recherche que j'ai faite traite vraiment le plus sur la santé mentale et je trouve que ce qui est le plus facile à évaluer et aussi le plus important, c'est la suicidalité dans cette population. Donc, on a trouvé qu'environ 37% de la population trans a vécu de la suicidalité pendant sa vie. Et quand je dis suicidalité, c'est ou des pensées qui ont trait au suicide ou même le passage à l'acte. Alors, 37%, c'est énorme. Dans la population générale, c'est environ 10% et moins, dépendamment de l'étude qu'on retrouve. OK. Cette statistique est vraiment pré-transition. On sait que post-transition, en fait, ça diminue de façon significative et encore une fois, les études varient beaucoup. On a beaucoup d'études qui sont genre très petites et puis une grosse étude, ce serait vraiment le fun, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment le funding ou la capacité. Mais on sait que toutes les études qui ont été faites post-transition, qualitatives, quantitatives, tout ce qu'on veut, il y a une grande diminution de la suicidalité post-transition. Donc ça, c'est déjà très important. Et on sait que la suicidalité est le plus augmentée quand la personne a décidé qu'elle veut faire sa transition, mais qu'elle n'a pas accès aux ressources de transition encore. OK. Alors ça, c'est déjà aussi très important parce que ça démontre que l'accès est un facteur super important, dans la santé mentale des personnes trans. On voit aussi que les personnes trans sont plus déprimées et plus anxieuses que les personnes cisgenres et plus anorexiques, en fait. On a aussi découvert que les troubles, de l'alimentation sont très fréquents chez les personnes trans et beaucoup de gens pensent que c'est lié à la dysphorie du genre. Alors, par exemple, si on perd du poids, nos seins changent de forme aussi. Donc, Mhm. c'est peut-être lié dans cette direction-là aussi, mais ils ont commencé à faire beaucoup plus de recherches à ce niveau-là parce que c'est plus fréquent qu'on l'avait pensé. OK. Statistiquement, on voit aussi que les personnes trans sont plus souvent sans abri, plus souvent sur le BES, le bien-être social, plus souvent handicapées, plus souvent pauvres santé mentale. Elles ont un revenu significativement moins élevé que la population générale. Et même quand elles ont un revenu, elles sont plus souvent sous le seuil de la pauvreté. Euh, Tout ça, ça s'applique en fait à toute la population de SLGBTQ+. Mais pour les personnes trans, c'est magnifié en fait. Euh, Par rapport à pourquoi on peut parler beaucoup de politique gouvernementale. Par exemple, aux États-Unis, seulement 22 États sur 50 garantissent la non-discrimination contre les personnes transgenres. Donc, moins de la moitié, en fait. Et sur les États qui restent, 18 n'ont en fait aucune protection pour les populations de SLGBTQ+, en général. Au Canada, par contre, tous ces droits-là sont protégés par la Charte des droits et libertés fédérale, mais pas nécessairement provinciale. Donc, les territoires du Nord-Ouest et la Saskatchewan, en fait, ne protègent pas l'identité du genre. En fait, l'expression du genre. On peut aussi beaucoup parler, c'est une théorie qui s'appelle le stress minoritaire, élaborée par Ilan Meyer. Euh, Lui, quand il parle de stress minoritaire, ce qu'il veut dire, c'est le stress chronique qui est ressenti par les populations minoritaires à cause de leur statut minoritaire.
Donc on parle beaucoup de stigmatisation sociale, un manque de soutien familial. Il y a toujours la possibilité d'évincement, de congédiement parce qu'on n'est pas protégé. L'incertitude, généralement, on sait que l'incertitude mène souvent à l'anxiété, à la dépression. Donc, quand on parle, est-ce qu'on va accéder à un logement qui est approprié, des salles de bain appropriées, dans n'importe quel endroit? Juste aller dans un centre d'achat peut être extrêmement stressant si on ne sait pas s'il y aura une salle de bain appropriée pour nous. Mm. La perception des autres, se faire appeler par le mauvais genre, le mauvais pronom, le mauvais nom, tout ça, ça cause un stress chronique sur la personne et on sait que le stress produit, le cortisol et le cortisol, mène à non seulement une santé mentale diminuée, mais aussi une santé physique diminuée. Donc on sait que toutes ces choses-là sont reliées et la plupart de ce qu'on peut trouver, ça revient, à la stigmatisation sociale et au manque, de soutien social, en fait, qu'on a pour ces gens-là. OK, oui. Il y a vraiment beaucoup de facteurs. Tu sais, je pense Beaucoup, beaucoup de c'est un, facteurs. c'est un peu un non-dit, mais c'est toujours intéressant d'entendre parler davantage parce que ça amène à se poser des questions. OK, maintenant, c'est quoi les mécanismes qui existent pour réduire? Je mets entre guillemets parce que je pense que le terme est pas assez fort en réalité. Ça devrait être quelque chose de beaucoup plus présent, comme qu'est-ce qui doit être fait ou qu'est-ce qui existe. Parlons de qu'est-ce qui existe dans un premier temps pour limiter tous ces éléments-là. Dans le fond, comment faire en sorte qu'une personne trans euh, puisse avoir, comment je peux dire ça, puisse se sentir incorporée à la société comme elle devrait être, comme n'importe quel individu en réalité. Bonne question. Donc j'avais mentionné plus tôt les 22 États qui Ouais. garantissent, la non-discrimination. Donc encourager les autres États, à avoir des politiques de non-discrimination. Savoir que, le gouvernement protège ces droits-là et savoir qu'on a recours à une aide gouvernementale si on se fait discriminer, c'est super important et ça c'est vraiment un message important à la population que ces personnes font partie de la société et il faut les traiter de façon vraiment adéquate là, au minimum. Hem et ce qui est aussi important, c'est le soutien. Donc il y a toujours le niveau politique, mais après ça, au niveau plus juste social, en fait. Oui. Dans plusieurs études, qui ont été, faites auprès d'adolescents, ils ont trouvé que la suicidalité est très augmentée au secondaire, déjà qu'elle l'est chez les adolescents, de la population générale. C'est difficile la puberté, les questionnements et tout ça à cet âge-là, c'est difficile pour tout le monde. Mais si on n'a pas le soutien de nos parents ou nos parents ne soutiennent pas notre identité, c'est infiniment pire. Mhm. La plupart des études qu'on a découvertes, dans cette population-là disaient que, le soutien des professeurs, le soutien, au niveau genre politique de l'école. Alors si l'école dit qu'il y a des salles de bain accessibles, les cours de gym sont non discriminatoires, des choses de base comme ça, l'uniforme, tout ça, c'est super utile et ça a aidé à contribuer un peu à la suicidalité. Mais ce qui a contribué à le plus la diminuer, c'était le soutien des parents. OK. Même si dans tous les adultes de leur vie, ça a aidé un peu, mais il y avait aucun adulte dans leur vie qui aidait autant que les parents. Alors si les parents soutiennent leurs enfants, c'est extrêmement bénéfique. Alors l'éducation des parents, ce serait vraiment important que les parents soient au courant que c'est normal, c'est correct. Même si c'est juste un questionnement, qu'ils les soutiennent dans leur questionnement, qu'ils les aident à trouver leur identité, à trouver qui ils sont. C'est tellement, tellement bénéfique avoir le soutien des parents. Heu et aussi normaliser le questionnement en bas âge pour les enfants. Alors pour que quand un enfant arrive à un âge de questionnement, qu'il ne soit pas stressé par son questionnement, qu'il ne pense pas qu'il n'est pas censé se questionner, c'est tellement normal, essayer de se découvrir à cet âge-là. Donc essayer de normaliser ça, pense que c'est extrêmement important, juste au niveau de l'éducation. Après ça, on peut passer à l'éducation des médecins, parce que comme j'avais dit plus tôt, la transition, avoir accès à des ressources pour pouvoir, compléter sa transition, c'est extrêmement important. Alors, que les médecins sachent comment y accéder, comment faire, comment prescrire. Selon les standards de WPATH, les médecins de famille peuvent prescrire les hormones, peuvent recommander les chirurgies, mais il y a beaucoup de médecins de famille qui ne sont pas au courant de ça, en fait, et qui préfèrent référer en endocrino, référer en psychiatrie. Et tout ça, c'est des spécialistes. Alors, c'est des listes d'attente, c'est une attente encore plus longue pour accéder à un service auquel ils auraient pu accéder juste auprès de leur médecin de famille.
Je Ah, dis tout le temps ça, en fait, les standards de WPATH sont juste 76 pages. On les lit une fois, c'est correct. c'est réglé, c'est ça. Il y a OK. plein de recommandations, il y a des horaires pour comment prescrire les hormones, comment les commencer. C'est super utile comme document et tout le monde peut y accéder en médecine. Alors, éduquer aussi les médecins pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas obligés de référer. Si c'est plus compliqué, évidemment, ils peuvent référer, mais les cas de base peuvent juste être traités chez un médecin de famille. OK. Hem, il y a aussi, des groupes présents dans les hôpitaux, qui aident à moins stigmatiser les soins que les gens reçoivent quand ils sont hospitalisés pour autre chose. Parce qu'évidemment, les personnes trans peuvent aussi souffrir de diabète, de cancer, de tout ce que tout le monde souffre. Alors, le groupe qui me vient tout de suite, à la tête, c'est Sexual and Gender Diversity in Cancer et c'est un groupe, à UHN, the University Health Network et eux, ils travaillent en fait pour éduquer les médecins, surtout en oncologie. Donc, quand un patient de SLGBTQ arrive à l'hôpital pour un traitement pour le cancer, ils vont éduquer le médecin avec qui ils travaillent pour que le médecin ne pose pas de questions stigmatisantes, pour que le médecin soit capable d'inclure, disons, la famille choisie de la personne dans leurs soins aussi. Et honnêtement, ils ont eu de super beaux résultats et les patients, ils sont très reconnaissants envers eux, les médecins sont très reconnaissants envers eux parce que ça donne une source où ils peuvent juste poser des questions auxquelles ils connaissent pas les réponses et puis sans mettre toute cette pression sur le patient pour que le patient éduque son médecin, il y a un Ouais. autre groupe qui l'éduque et là, il peut, prodiguer les soins nécessaires. Alors plus de groupes comme ça, je pense que ce serait super utile. Après ça, on parle toujours de campagnes de sensibilisation. Normaliser, donner ses pronoms quand on se présente, tout ça, ça fait partie de petits gestes qu'on peut poser juste pour rendre les gens plus confortables. Et juste une bonne nouvelle aussi, c'est que récemment, le gouvernement du Canada a criminalisé la thérapie de conversion. Donc, Ouais. quand on dit thérapie de conversion, c'est, envoyer quelqu'un chez parfois c'est un médecin, parfois c'est un thérapeute, souvent c'est des membres de l'Église, pour essayer de convaincre la personne que ce n'est pas son identité, qu'en fait, il devrait être hétérosexuel et cisgenre et que c'est comme ça et c'est si dommageant pour la santé mentale des personnes de SLGBTQ. Alors, le fait que ce soit criminalisé, c'était une excellente nouvelle, pour tout le monde dans la communauté et j'espère vraiment que d'autres pays suivront, là-dessus aussi. En effet, en effet. C'est super intéressant et pertinent ce que tu dis. Je veux quand même revenir. J'avais dit qu'on gardait les questions pour la fin, mais je pense que c'est pertinent. Catherine vient juste de poser comme question, y a-t-il un guide pratique contenant ces conseils? Donc, est-ce qu'il y a une des ressources qui existent déjà qu'on peut Oui, distribuer, qu'on peut s'approprier? Je parle individuellement et tout le monde. aussi société, exactement, entreprise et ainsi de suite. Donc je vais nommer 2 ressources. Donc, OK. j'avais mentionné WPATH, c'est le World Professional Association for Transgender Health. Les standards médicaux, ils les sortent chaque quelques années. Les derniers, je pense que c'est 2020 potentiellement, mais c'est à peu près 70 pages. C'est gratuit sur leur site web et puis ça OK. explique juste comment prodiguer des soins, en fait. Comment adresser les gens de façon respectueuse, comment prescrire des hormones, comment référer en psychiatrie, en endocrino, heu, plein de conseils super utiles, au niveau médical. OK. Sinon, le Sexual and Gender Diversity in Cancer, Group, eux aussi, ils ont en fait, il y a un Instagram, qu'ils utilisent où ils postent chaque jeudi, leurs dernières recherches. Ils postent souvent des conseils pour les médecins et pour la population générale. Plein de ressources éducationnelles, présentes là-dessus, donc ça aussi je recommande et oh et un dernier, ce serait, Rainbow Health. OK. C'est à travers Sherburne Health, au centre-ville de Toronto et puis eux aussi, ils ont plein de ressources sur leur site web, plein de documents, de statistiques, de tout ce que les gens, recherchent. Il y a beaucoup d'informations chez eux aussi. OK, OK, merci beaucoup. Et je vais en profiter également, juste pour revenir sur un élément, pour une précision, je pense pour Myriam. Elle disait, ma question concerne la diminution de la détresse chez les personnes trans euh, post-transition. Est-ce qu'il est spécifié dans les études s'il s'agit de transition sociale, légale ou médicale corporelle? Donc spécifiquement, en fait, ce serait toutes ces transitions. OK, Il y avait une étude ontarienne qui a été faite, récemment qui avait démontré que les gens qui avaient des pièces d'identité, qui étaient, qui étaient congruentes à leur identité avaient
ils avaient une meilleure santé mentale. Donc, juste avoir une pièce d'identité, c'était déjà quelque chose. Après ça, le plus leur corps ressemble au corps auquel eux, ils s'identifient ou le corps qu'eux, ils ont dans leur tête, le plus ça va bien aussi. Donc, les deux, en fait, la transition sociale et légale, les deux sont extrêmement utiles. Il y a quelque chose qui peut causer beaucoup de détresse dans genre on arrive à la LCBO et on sort une pièce d'identité et puis Ouais. c'est pas notre genre, c'est pas notre nom, ça peut causer beaucoup, beaucoup de détresse. Alors Je peux vraiment, imaginer, juste ouais. les pièces d'identité, c'est un énorme, bénéfice de les changer et puis, et c'est ça et quand on se regarde dans le miroir et on voit la personne à qui on s'identifie, ça aussi, ça change énormément les choses. Alors les 2 en fait, social, médical et légal. OK. OK. Non, c'est super intéressant. Le temps file, il nous reste juste 2 minutes avant qu'on puisse officiellement passer aux périodes de questions. Je pense que tu vas en avoir, alors j'espère que tu es, prête et mais, parce qu'on termine le mois de la fierté, on termine le mois de juin, il y a un gros événement dimanche, la parade de la fierté. Heu Est-ce que des événements comme Pride, des journées internationales, comme la Journée internationale du souvenir trans ou encore la Journée de la visibilité transgenre sont bénéfiques pour les personnes trans en termes de santé mentale? Comment est-ce que c'est quel effet ça peut avoir, en fait? Moi, je vais dire oui, c'est extrêmement bénéfique. Heu, je pense que juste appeler l'événement fierté, pride, ça fait je trouve que c'est extrêmement positif. On est en train d'associer un sentiment extrêmement positif à notre identité et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont grandi avec beaucoup de honte. Si leurs Mmh. parents ne les acceptent pas, la société les accepte pas, il y a toujours une espèce de sentiment de honte. Donc essayer de changer ça et de dire: «En fait, non, on est fiers de notre identité, on va aller dans la rue et dire à tout le monde qu'on est fier de notre identité. Je pense que ça fait une grosse différence dans la vie des gens et surtout OK. quand on peut aller rencontrer d'autres gens comme nous et voir à quel point eux, ils sont fiers d'eux et fiers de qui ils sont, ça fait juste remonter le moral de tout le monde, en fait. Alors, Dans le ça fond, fait ça juste un gros contribue groupe à de cette unité. soutien dans la rue, heureux avec la musique. C'est ça, j'allais dire, ça doit contribuer à cette, en fait, à cette visibilité d'une communauté positive, bien avec eux-mêmes. Puis, tu sais, justement, ça, je veux dire, ça, certainement que ça donne quelque chose à l'intérieur d'une personne. Là. Mais c'est une supposition. Alors, c'est pour ça que j'osais plus poser la question. Mais tant mieux. C'est une excellente nouvelle. Je veux dire ça comme ça. C'est Ouais, tant c'est mieux. ça. Il faut vraiment marquer le point et célébrer davantage ces éléments positifs là, dans la vie. Est-ce que tu voulais qu'on rajoute, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on passe à la période de questions? Je ne sais pas s'il y avait des éléments que tu voulais Hem, discuter. Je sais qu'on avait ouais, parlé je vais de juste regarder d'autres un peu mes notes pour être questions. sûre que j'ai rien raté. Euh, on avait parlé là, tu sais, de peut-être évoquer tout d'un point de vue psychologique, la détermination en fait, c'est quoi les critères de dysphorie du genre? Euh, Puis Disons bon, tout ça, c'est un peu long, alors peut-être pas. ouais, Mais juste rajouter peut-être quelques précisions. Donc, quand on parle de oui, transition, heu, il y a pas c'est pas tous les gens qui vont faire la même transition. Donc ça aussi, je pense qu'il est important de savoir que c'est pas le même parcours pour tout le monde et que chaque personne va faire la transition qu'elle souhaite. Alors, mhm, certaines personnes veulent juste des hormones, pas de chirurgie. Certaines personnes veulent changer la façon dont elles se présentent, donc comment elles s'habillent, leur coupe de cheveux, et cetera, mais sans prendre d'hormones, sans faire de chirurgie. Tout ça revient à comment la personne s'identifie et de quoi la personne veut avoir l'air, en fait. Il y a aucun parcours qui est pour tout le monde et il y a pas de critères pour dire: «On peut pas être transgenre si on n'a pas complété telle chose». La OK, communauté est vaste et diversifiée et tout le monde s'identifie comme il s'identifie. Donc ça aussi, je trouve que oui, c'est super important parce qu'il y a certains médecins qui vont dire: «Ah, mais ils ont fait telle procédure, pourquoi ils n'ont pas passé à telle procédure après?» Parce qu'ils ne veulent pas faire telle procédure et c'est leur choix. Alors il faut toujours penser à ça aussi et je et présume que puis, cette démarche personnelle-là est vraiment, ben, pas vraiment, mais elle doit être euh, très différente en fonction de l'environnement dans lequel la personne a évolué et qu'elle évolue. Est-ce que oui. tu as une idée? Ça peut dépendre aussi. Alors, je trouve que ce qui est le mieux, c'est que quelqu'un grandisse ou soit exposé à plusieurs identités du genre, à plusieurs présentations, expressions du genre, et ensuite puisse savoir qu'est-ce qui le rend le plus confortable.
parce que je trouve souvent des gens vont faire certaines choses, après ça vont plus découvrir et là se dire: «Oh mais j'aurais pu faire autre chose et encore plus ou encore moins» ou alors je pense que juste connaître ses options en fait et savoir à quoi on peut avoir accès, c'est extrêmement important. Donc l'éducation, on revient pas mal toujours à l'éducation. Oui, c'est ça, exact. Et l'autre chose, en fait, que je trouve important pour l'inclusion, c'est les assurances de groupe, ce qui est un peu bizarre peut-être. Mais il y a beaucoup d'assurances de groupe qui ne couvrent pas nécessairement les traitements hormonaux ou chirurgicaux pour les personnes trans parce que c'est pas considéré nécessaire. Ils disent que c'est des procédures électives et donc ils ne les Donc, couvrent pas. Mais ils se rendent pas compte à quel point ça affecte la santé mentale et que c'est nécessaire. Quand quelqu'un dit qu'ils ont besoin d'une procédure de transition, ils en ont besoin. Alors, si je ne sais pas qui exactement est dans la réunion, mais si quelqu'un peut changer, l'assurance de groupe de son organisation, ça peut être ouais. super utile. Alors, juste pour finir avec ça. OK. OK. Ben, c'est un bon point. C'est un bon point. Merci beaucoup. Alors, je vois que Catherine, elle a déjà levé la main. Elle est prête avec une question. Alors, juste un léger rappel. On garde un esprit positif, constructif, ouvert. C'est un environnement sécuritaire ici. On a encore une douzaine de minutes pour les questions. Donc, idéalement, justement, faites comme Catherine, levez la main, je vous donne la parole, ouvrez votre microphone, ouvrez votre caméra si vous êtes confortable à le faire. Ce n'est pas une obligation, mais donc voilà, je me tais, je laisse la parole à Catherine. Merci Sébastien, merci beaucoup Myriam. J'ai beaucoup appris dans ces quelques 30 minutes. Et ça me donne le goût d'en apprendre encore plus. La raison pour C'est laquelle j'ai l'objectif. levé ma main, c'est que je voulais pas oublier ma question parce que c'était en lien justement avec ce que tu viens de dire par rapport aux polices d'assurance d'employeurs. Est-ce qu'il y a aussi des procédures qui sont couvertes par le gouvernement, par exemple, par Santé Ontario ou des choses Ah, comme OHIP, ça. par exemple. Au RIP, oui, C'est, c'est ça. donc ça, c'est pas mal controversé, en fait et si je prends quelques minutes pour expliquer pourquoi. Donc jusqu'à très récemment, en fait, il y avait pas de chirurgie, du genre disponible en Ontario. Alors, il fallait, il fallait que 2 médecins disent que oui, effectivement, la chirurgie est nécessaire, écrivent des lettres et que ensuite le gouvernement, donnait du funding pour que la personne s'en aille en Colombie-Britannique ou, à Montréal, où il y avait la chirurgie. Ce qui est évidemment complètement ridicule parce qu'une chirurgie, c'est pas facile. Alors pourquoi essayer de gérer sa guérison dans un autobus ou quelque chose? C'était atroce. Récemment, on a commencé, je pense, à Women's College de faire certaines procédures. Alors je pense que c'est un peu plus facile maintenant d'accès. Mais OHIP couvrait en fait, le voyage pour aller dans une autre province pour faire la chirurgie. OK. Donc ça, c'est pour les chirurgies, on appelle ça bottom surgery, donc les chirurgies génitales. Pour les chirurgies, de la poitrine, c'était couvert en Ontario. Donc ça se faisait. Mais il y a juste quelques médecins qui le faisaient, donc c'était pour des pour des raisons de transition. Il y a beaucoup de médecins qui le font pour des raisons électives, cosmétiques et tout ça, mais pour des raisons de transition, il y en avait juste 2 ou 3. Il y en a un qui a pris sa retraite récemment et c'était une catastrophe. Heu, alors J'imagine. c'est pas facile d'accès. C'est couvert, mais c'est pas facile d'accès. Alors après ça, si on peut trouver un chirurgien qui le fait, mais qui est pas au HIP nécessairement, c'est peut-être plus facile, à accéder. L'autre problème, c'était que pour, les femmes trans qui voulaient faire une chirurgie de la poitrine, si elles prenaient des hormones, OHIP ne couvrait la chirurgie que s'il y avait eu aucun changement au niveau de la poitrine avec, les hormones. Mais le problème, c'est que souvent, les femmes trans avaient de mini changements. Alors, comme si elles se rendaient à un stade de puberté d'une fille de genre 12 ans. Mais c'est pas une puberté complète, c'est une fille de 12 ans. C'est Alors, ça. c'est sûr qu'une chirurgie serait nécessaire pour être une femme adulte, disons, et si c'est comme ça que la personne s'identifie. Alors, ça, c'est encore très controversé parce que les médecins sont en train de pousser vraiment fort, en fait, pour que OHIP couvre la chirurgie pour tout le monde qui en a besoin, en fait, et pas juste pour les gens qui ont eu zéro changement, parce que c'est pas réaliste, en fait. Alors oui, il y a des procédures couvertes, les hormones sont couvertes, sous, ODB si les personnes sont sur le BES, par exemple. Mais sinon, le reste, c'est comme les autres médicaments. S'il y a une assurance de groupe, il y a une assurance du groupe. Sinon, c'est quelqu'un qui paye tout seul. Puis l'assurance peut varier, la couverture et tout ça. Exactement. On rajoute dans les facteurs de stress encore une fois. Toujours. Vraiment, c'est vraiment, c'est incroyable, malheureusement, là, d'avoir à être constamment
buté, si je peux m'exprimer comme ça, à des éléments très administratifs. Fait que j'aime Oui, bien dans ce que tu constamment. as mentionné plus tôt, l'éducation. Puis l'éducation, je pense qu'elle part de la base, quand on parle des systèmes scolaires, primaires, en fait maternelle, primaire et ainsi de suite. Définitivement, je sais parce que je suis un peu biaisé dans ce que je vais apporter. Le collège travaille beaucoup. Le collège ST travaille beaucoup à incorporer ces éléments-là. Mais clairement, il y a du travail à faire. Mais il Et faut les commencer résultats plus tôt sont... que le collège, c'est sûr. Oh oui, c'est ça, exactement. Puis tu vois, oui, oui, totalement. Je vais passer, Catherine, je vais te mettre en attente un instant parce que j'ai une autre personne qui lève la main. On a Isabelle. Je ne veux pas C'est bon, Isabelle, massacrer. c'est correct. OK, je m'excuse, j'étais juste pas Non, sûr non, comment pas de dire. problème. OK, merci beaucoup. Pas de problème. J'ai juste une question parce que il n'y a pas très longtemps, j'ai vu un documentaire et puis de personnes qui ont transigé et puis après qui ont regretté leur transition. Hum, et puis en fait, en les interviewant, etc., ils ont expliqué la raison pour laquelle déjà, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de support avant la transition. Ils ont trouvé qu'ils ont pris cette décision sans vraiment avoir un support nécessaire en santé mentale, mais aussi de la part des médecins, etc., pour faire cette transition, etc. Puis après, ils ont eu des regrets. Ma question est, en ce moment, c'est quelle est la procédure, en fait, de l'avant, du prêt? Parce qu'en fait, arriver au changement, après, c'est bon, ben voilà. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Et puis la personne, elle se sent aussi mal qu'avant, si ce n'est pas pire, parce que maintenant, elle est entre deux identités complètement opposées l'une à l'autre. Hmm. Est-ce qu'il y a des choses en place il y a une procédure spécifique qui est mise en place pour ces personnes qui vont vers cette transition? Donc en fait, les personnes qui regrettent leur transition sont à peu près il y a moins de 1 des personnes trans finissent par regretter la transition. Donc déjà, on trouve que les soutiens qu'on a en place sont relativement bons pour essayer de s'assurer que la personne ne va pas regretter et surtout comme, Sébastien disait, il y a tant d'obstacles en fait que Mmh. s'ils finissent par accéder à tout, en fait, c'est très rare qu'ils regrettent. Malheureusement, oui, par contre, il y a environ un peu moins d'1 de personnes qui finissent par regretter leur transition et c'est très compliqué, en fait, en ce moment, essayer de trouver des ressources pour ça parce qu'il y avait déjà si peu de ressources pour la transition que là, pour faire le contraire, il y a presque rien en place, en fait. Alors pour l'instant, c'est juste beaucoup de psychothérapie, faire ce qu'on peut pour, changer les changements qui sont réversibles, mais il y a pas beaucoup de ressources en place pour l'instant pour, la détransition, en fait. Pour ce qui a trait des raisons pour lesquelles certaines personnes transitionnent et le regrettent après, parfois, c'est des gens qui ont vécu beaucoup de traumas dans leur vie, et qui pensaient se sentir plus sécuritaires après leur transition. J'ai vu 1 ou 2 cas comme ça aussi et honnêtement, ça aussi, c'est un énorme manque à Toronto des ressources de trauma. Il y a 2 groupes, OHIP, funded pour l'instant, quelques psychothérapeutes, mais ça aussi, c'est un énorme manquement dans le système, ontarien en général. Est-ce qu'ils ont un support avant, avant de faire la transition complète, enfin, avant de passer, aux procédures, du changement? Est-ce qu'il y a Oui. un appui psychologique qui vraiment, pour pour éviter ce genre de cas? Oui, alors généralement, il faut passer par un dépistage, de symptômes psychiatriques. Alors s'il y a des symptômes qui sont présents, on essaie de déterminer s'il faut en fait traiter le symptôme psychiatrique avant de passer à la transition. Dans certains cas, évidemment, les gens sont déprimés parce qu'ils n'ont pas encore transitionné et quand ils transitionnent, ils ne sont plus déprimés. Mais pour ce qui a trait du trauma, donc le syndrome du stress post-traumatique, et certaines personnes ont aussi une psychose et ça aussi, ça complique les choses. Heu, mais généralement, oui, il y a un dépistage, psychologique, psychiatrique qui se fait avant la transition. Je pense un peu ça fait le lien à ce qu'on a brièvement mentionné, le parcours de chacun est un peu différent, mais d'un niveau médical, on ne l'a pas abordé. Justement, j'ai sauté la question, mais quand on parle de dysphorie du genre, est-ce que ce diagnostic-là, si je peux appeler ça un diagnostic, est nécessaire avant la chirurgie si elle est euh, parce que tantôt, tu as mentionné des chirurgies de transition, tu as mentionné des chirurgies cosmétiques, qui semblent être deux choses, parce que cosmétique semble être comme
quelque chose qu'entre guillemets, puis là, je m'excuse si ça sonne comme un préjugé, mais ça ne l'est pas. N'importe qui peut y avoir accès si on a les moyens ou s'il y a une couverture, quoi que ce soit. Fait que si on parle d'un point de vue psychologique, d'un point de vue dysphorie du genre, est-ce que cette étape-là est normalement nécessaire dans un Oui, cas? alors pour avoir une couverture OHIP, en fait, il faut avoir le diagnostic de dysphorie du genre. OK. Après ça, le diagnostic lui-même est très controversé parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à est-ce qu'on devrait être en train de diagnostiquer quelqu'un en tant que genre trans. Je On comprends. parle souvent du DSM dans les années 70 où être sur le spectre de SLGBTQ en général était un diagnostic et tous les dommages que ça a causé envers cette population à cause de ça aussi. Alors, il y a beaucoup de controverses envers ce diagnostic-là et sa présence dans le DSM. Le DSM étant le livre de diagnostic pour les psychiatres. En Europe, eux, ils ont le ICD et en fait, ils ont complètement séparé ce diagnostic du reste des diagnostics pour que ça tombe dans une catégorie à part. Le DSM-5 qui est sorti récemment aussi l'a séparé dans une catégorie à part, OK. mais la question reste en fait que c'est dans le DSM et c'est dans le Yes. ICD. Alors, ça reste pas mal controversé en fait et j'ai hâte de voir dans les prochaines éditions ce qu'on va faire avec. Mais pour l'instant, pour avoir accès à une chirurgie payée par OHIP, il faut avoir ce diagnostic de posé. OK. Merci pour l'explication. Il resterait juste une minute. Je me demandais, Catherine, je te garde pour la fin. Je vois que ta main est élevée. Je l'ai oublié de toute façon, j'ai oublié ma question. Non, il n'y a pas de problème. En fait, j'allais dire aussi, Steph est en train de poster beaucoup, beaucoup de ressources et elles sont toutes excellentes en fait. Alors, je vous recommande de lire les ressources de Steph. Excellent. Le Est-ce Gender que... Unicorn est particulièrement bien connu et très utile. Ouais, parfait. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait une dernière question avant qu'on libère Myriam? Parce que je sais qu'elle a des engagements là, prochainement, alors on va lui laisser un petit temps pour se préparer. Peut-être 3 minutes. Est-ce que ça te va, Myriam, si on se dit comme mon extension Oui, de 2 aucun minutes? problème. Ouais. OK. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une question? Simplement ouvrir votre micro puis vous lancer ou l'écrire dans le chat, bien entendu, si vous êtes plus confortable. Catherine en a mis une dans un. Je ne sais pas si elle voulait nécessairement une réponse, mais je pense que c'est une bonne question. C'est s'il y a juste 1% qui regrette, pourquoi il y a des gens qui prennent la peine de faire un documentaire et essayer de propager, je pense, cette impression-là qu'on a que ça peut mener à regretter. Donc, Ouais. je ne Je sais pense pas qu'il y a une si. Très question de bonne question. crédibilité Et des honnêtement, sources. ça aussi, c'est un équilibre un peu délicat parce qu'évidemment, Mhm. oui, il y a des gens qui ont regretté et on devrait en parler, on devrait les aider, on devrait leur donner accès à des ressources. Et en même temps, ces personnes-là se font souvent utiliser par des groupes anti-trans pour justement dire ah, mais il y a des gens qui ont regretté, regardez ces gens-là. Et puis, ces personnes-là finissent par tomber dans une espèce de trou de ressources. Euh, et je trouve ça atroce parce que oui, ces personnes ont des souffrances et elles se font utiliser pour des gains pour une cause dont elles ne font pas nécessairement partie. Et c'est ça. Donc, c'est quand même très délicat comme sujet, la détransition. Je voulais juste, parce que c'est moi qui ai revu le documentaire. En fait, c'était un psychiatre de Londres, London, UK, au United Kingdom, enfin en Angleterre. Et en fait, il est totalement pro, mais il aimerait qu'il y ait plus de support à la base pour ces personnes qui vont vers la transition. Le but, c'était pas d'aller L'intention était contre les positive. transgenres, mais c'était d'encourager, d'offrir plus de services, plus de soutien à ces personnes lors de leur processus de transition parce que ils ont remarqué que malgré le fait que certaines personnes vont en transition, elles sont quand même en souffrance même après une transition parce que c'est très difficile tout de même de se faire accepter. Il y a un problème de société évidemment, d'acceptation de société évidemment, mais tout ça c'est quand même c'est un gros changement et puis c'est ça, en démontrant ça, il voulait vraiment encourager qu'on ouvre un peu plus nos esprits et notre idée, puis donner plus de support à ces personnes. Ça. Oui, absolument. OK. Mais merci beaucoup tout le monde. Je vais repasser la parole à Hélène juste pour rapidement remercier et tout. Puis après, on va Oui. poursuivre. Un gros merci, Myriam. Vraiment, ta recherche est très intéressante. Puis tu nous as ouvert les yeux, je pense, sur plein de choses.
Catherine a raison. Je pense qu'il faut continuer à en parler. Puis je pense qu'il faut réfléchir peut-être dans chacun de dans nos rôles respectifs, là, que ce soit nos rôles professionnels ou personnels. Qu'est-ce que nous, on peut faire? Tu nous as donné beaucoup là, de pistes d'action. J'ai apprécié ça que tu nous donnes des idées de choses qu'on peut faire là, personnellement ou qu'on peut pousser les politiciens à faire. Puis aussi, je pense que, comme nous, oui, on est au niveau collégial. C'est un peu tard dans le processus, mais en même temps, on forme des Mais aussi, formateurs. il n'est jamais On trop tard. Oui, oui, ça c'est vrai. Puis on forme des gens, des éducateurs qui travaillent, eux, en petite enfance. C'est ça. Donc, eux aussi, vont avoir une influence là, sur, par exemple, la normalisation du questionnement, tout ça. Donc, ça veut dire que nous, il faut trouver des opportunités là, d'influencer ces éducateurs-là qui, eux, ensuite, vont avoir d'influence aussi. Alors, il faut continuer la réflexion. Merci beaucoup de nous avoir mis sur cette piste-là. Sébastien, oui, tu veux ajouter quelque chose? Juste pour, en fait, demander à Myriam là, la question de Steph qui dit serait-il possible de partager ou accéder aux avancements des recherches? Dans le fond, à quel endroit est-ce qu'on peut accéder à ces informations-là? Si accessible. C'est ça, en fait. Je vous dirais peut-être de suivre sur le site web de CAMH. Souvent, ils OK. postent les avancements en recherche. Ouais, OK. juste essayer de suivre sur CAMH, j'imagine. De toute manière, Sinon, si jamais il y avait des développements. le groupe dont j'avais parlé tantôt, le Sexuality and Gender Diversity, ils postent très, très souvent des avancements de recherche sur leur Instagram. Alors ça aussi, je les recommande fortement. OK. Puis, Et merci à si tout le monde les d'être gens... venu, c'était vraiment cool. Et Ah, merci de l'invitation aussi. Si les gens voulaient te consulter, Myriam, à la clinique, veux-tu partager l'information de la clinique aussi, francophone? La tu clinique peux? francophone, en fait, pour l'instant, j'avais vu Maria Vaillette apparaître pendant une seconde, Oui. elle est repartie. Mais à travers le centre francophone du Grand Toronto, c'est de là que j'ai toutes mes références. Alors, si vous avez un médecin de famille là-bas ou vous voulez avoir un médecin de famille francophone, vous pouvez passer par chez eux. Sinon, si vous allez sur le site web où vous dites à votre médecin de famille d'aller sur le site web de St. Michael's Outpatient Services, il y a un formulaire de référence. Il faut juste dans la section genre raison de référence mettre genre en lettres majuscules French Clinic et mon nom. Et puis c'est comme ça que les gens accèdent à la clinique ces jours-ci. Parfait. Merci beaucoup, beaucoup, Myriam. On sait que tu es au travail aujourd'hui à l'hôpital. On Oui, voit que c'est ça. ouais. Alors, Juillet et tout. oui, on apprécie que tu aies pris le temps de nous rencontrer. Puis nous, on va rester. Toi, tu peux y aller si tu veux, mais nous, on aimerait partager un petit peu d'informations sur ce nouveau programme-là de santé mentale que tu as mentionné au début. Parfait. Puis on Je vais espère juste laisser pouvoir mon courriel collaborer. dans le chat et puis Parfait. les gens peuvent me contacter s'ils ont des questions, commentaires, insultes. Insultes, non. Je pense que ça fait Préférablement pas plus. les insultes, mais je prends bien les questions et les commentaires. Et puis voilà, je vais vous laisser, mais merci beaucoup pour l'invitation. C'était une très belle expérience. Et puis au revoir tout le monde. Merci pour les questions. Merci à nouveau, Myriam. À bientôt. Donc, Sébastien, je te laisse enchaîner avec la présentation du programme. Parfait. Ben, écoutez, merci tout le monde d'être resté puis vos questions, c'était super intéressant. Dans le fond, bien entendu, Myriam l'a mentionné, donc on a approché Myriam pour devenir une de nos enseignantes dans le nouveau programme de santé mentale et toxicomanie. Bien entendu, l'intention aujourd'hui, c'était de parler davantage de la toxicomanie des personnes trans, la toxicomanie. Excusez-moi, les idées se croisent dans ma tête, la santé mentale et les personnes trans. Mais bien entendu, il manquait un élément. Myriam ne pouvait pas parler de cet élément-là simplement parce qu'elle n'avait pas les connaissances. Aucun problème. Lila, bonne fin de journée. Merci d'avoir participé. Donc, le nouveau programme, c'est vraiment un programme, en fait, c'est ce qu'on appelle un certificat post-diplôme. Donc, on demande, en fait, un des critères d'admission pour ce programme-là, c'est d'avoir déjà un diplôme d'études postsecondaires dans un domaine connexe. L'intention de ce programme-là, c'est de former des intervenants, des intervenantes qui vont être habilités, en réalité, à accompagner, à travailler avec des gens ou avec des familles ou un milieu qui doivent au quotidien, en fait, gérer, vivre avec des troubles de santé mentale, mais qui ont également l'effet toxicomanie. Donc, quand on parle de toxicomanie, on parle d'utilisation, consommation de substances, de jeux. Alors, les substances, vous savez, on parle d'alcool, on parle de drogue, jeux et autres sujets, en fait, éléments qui rentrent dans cette définition-là. Donc, le programme, c'est un programme d'une année qui est offert sur 3 étapes, qui inclut un stage en fin complètement de pratique. Et le programme est vraiment monté pour, comme j'ai mentionné,
développer les compétences des personnes pour intervenir. Lorsqu'on pense aux employeurs, en réalité, les centres médicaux, les conseils scolaires sont des personnes, en fait, sont des organismes qui ont des besoins à ce niveau-là. Il y a également certains centres communautaires lorsqu'ils offrent des services ou qui vont avoir besoin de manière indirecte, en fait, d'avoir des gens qui sont formés, qui sont capables d'appuyer des utilisateurs, des utilisatrices. Je pense entre autres, pour le nommer à voix haute, la Maison francophone qui était à Ottawa. Ils l'ont exprimé lors d'une rencontre d'organisation et de planification de la santé qu'eux, une grande partie de leur clientèle vit avec des défis de santé mentale et de toxicomanie, mais qui ne sont pas équipés pour le faire. Donc, c'est pour ça que le programme, pas juste pour ça, c'est également pour cette clientèle-là. Rapidement, le programme, c'est un programme qui est offert, comme j'ai mentionné, sur 3 étapes. Et il est offert dans ce qu'on appelle le mode mobilicité ou la particularité de la Cité Toronto. Donc, qui est un mode qui se veut accessible, en fait, de permettre à des gens qui travaillent ou qui ont une famille, des engagements dans les horaires traditionnels. J'aime bien mettre les guillemets parce que là, la norme du tradition change beaucoup. Mais du lundi au vendredi, on va le résumer comme ça. Donc, le modèle mobilicité, c'est un modèle qui offre des cours de 2 différentes manières. Alors, à l'horaire, un étudiant a des cours en ligne, il y a également des cours intensifs durant certains week-ends, environ un week-end sur 2. On a la chance d'avoir Catherine avec nous, qui est une de nos enseignantes en relations publiques. Clin d'œil. Je vais juste le partager. Mais Catherine, justement, enseigne dans les cours de week-end. Les cours en ligne, juste pour revenir, ce sont des cours qui sont autoportants, qui sont autonomes. Alors, l'étudiant a accès du jour 1 jusqu'au dernier jour de la session à un portail, à des notions, passe à travers les apprentissages, aux besoins, va faire appel à un tuteur ou une tutrice. Donc, il n'y a pas d'horaire pour ces cours-là. Il y a des échéanciers, c'est ça qui est la clé du succès. Les cours de week-end, alors c'est des cours de week-end avec des horaires, avec des enseignants dans lesquels vous allez travailler sur des cas concrets. Une grande particularité de ce programme de week-end, en fait de ces cours de week-end, c'est qu'ils sont offerts dans ce qu'on appelle un co-modal. On est bien dans la technicalité aujourd'hui. Le co-modal, c'est que par défaut, les étudiants peuvent venir en salle de classe. Donc, participer, être assis avec son enseignant, être assis avec ses camarades de classe, et pouvoir avoir cet environnement ou cet esprit-là direct, physique, entre camarades de classe. Mais dans le cas où une personne ne peut pas se déplacer, qu'elle soit trop loin, qu'elle ait un empêchement, peu importe, des éléments qui rendent plus difficile, en fait, le déplacement ou le fait d'être ici sur le campus. Donc, de manière simultanée, les personnes peuvent, comme nous le sommes présentement, assister aux cours en visioconférence. Fait que ça donne une grande flexibilité en réalité à toute personne qui veut étudier, à savoir, OK, comment est-ce que je peux organiser mon horaire, j'ai mes enfants, je dois quand même les superviser, je ne peux pas juste les laisser. Alors, ça permet de combler beaucoup de besoins. Donc, je ne rentrerai pas plus dans les détails de mobilité. Je voudrais simplement, en fait, revenir sur le programme et d'abord et avant tout, savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez davantage de questions. C'est un nouveau programme. Les compétences qui sont acquises durant le programme, c'est vraiment des compétences qui sont recommandées par la Fédération canadienne d'agrément des conseillers en toxicomanie et le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances. Donc, on forme vraiment des professionnels. C'est un programme qui est crédité. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions sur ça ou si, Hélène, tu voulais rajouter un peu d'informations. Je pense que tu as bien présenté en gros. Puis c'est des unités, si vous regardez là, le cursus sur le site web, l'information est disponible, mais ça semble être beaucoup de cours. Mais c'est pas si pire, c'est parce que les cours, c'est des unités de 14 heures chacune seulement. Donc, ça paraît plus gros que ça l'est vraiment, mais c'est des courtes unités. En fait, je vais vous partager, juste pour compléter ce qu'Hélène vient de dire. J'ai mentionné que le programme, c'est beaucoup d'apprentissage de compétences. Et lorsqu'on parle d'apprentissage par compétences, c'est quelque chose de nouveau au sein du collège. C'est une révolution dans l'éducation. Donc, on n'est plus à faire des présentations magistrales. Et après ça, on apprend et on met sur du papier.
Donc, on veut, en fait, ce qu'on fait par l'apprentissage par compétences, c'est qu'on développe des compétences. Donc, on va faire les choses aux gens. On va travailler sur leur sens de l'initiative, leur curiosité, donc différentes autres compétences qui vont faire en sorte qu'ils vont pouvoir partir d'une problématique, on va l'appeler comme ça, et co-créer ou monter une solution. Le rôle des enseignants à ce moment-ci prend une tournure un petit peu différente. Je suis vraiment poli dans mon approche. Donc, le rôle de l'enseignant est beaucoup plus de coacher en réalité les étudiants dans leur travail. C'est bien sûr quelque chose qui est en train d'être mis en place, là, mais avec ce programme-là, c'est qu'il est déjà offert dans cette intention-là, sur ce modèle-là. Là, mon ordinateur ne veut pas partager. J'aurais aimé vous montrer un peu là, une unité d'apprentissage. Donc, juste pour expliquer rapidement, un programme qui est enseigné par compétences, c'est qu'à l'origine, il a été déterminé en fonction des besoins du marché, en fonction d'offres d'emploi, en fonction de rencontres avec différents employeurs et tout ça, de compétences nécessaires pour les employés dans un profil de travail. Ces compétences-là ont été décortiquées en ce qu'on appelle, dans notre langage, des unités d'apprentissage. Donc, une unité d'apprentissage, c'est vraiment une compétence. Alors, ce que Hélène mentionnait, si vous allez voir sur le site Internet, vous allez retrouver la liste de cours. Vous risquez d'avoir une petite panique ou des vertiges parce que c'est très long la liste, mais on se pose toute la question, comment je vais faire pour passer à travers ça? Mais ce qu'il faut savoir, merci beaucoup Hélène, c'est qu'en réalité, chaque 3 cours est rassemblé dans une enveloppe de cours. Donc là, vous avez le modèle éclaté. Vous allez voir chaque unité d'apprentissage que ça représente. Mais en réalité, comment est-ce que concrètement ça va s'appliquer à vous? Si vous allez avoir moins de cours à votre horaire parce qu'on regroupe des cours ensemble. Donc, si on le vire de bord, à l'origine, on avait des cours, puis il y avait des compétences dans le cours. Bien là, puis on le présentait juste comme ça. Maintenant, on le présente de manière éclatée, ou plus précise dans les compétences. Comme ça, vous pouvez plus centrer en fait votre apprentissage sur un champ. Vous voyez un peu justement à l'écran ce que Hélène a partagé. Donc, vous avez la liste des cours ou la liste des unités d'apprentissage. Vous voyez qu'il y a beaucoup de cours portant sur les troubles concomitants, les psychotropes, donc tout ce qui est consommation en tant que tel, comment intervenir. Vous avez l'analyse, l'approche de traitement, les interventions applicables. Tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est bien entendu en tenant compte des enjeux de la personne. Donc, on parle dans ce programme-là de ce qu'on appelle une approche, j'ai un blanc de mémoire, psycho-bio. Ce ne sera pas bien là, je vais aller chercher mon petit terme. En réalité, vulgariser la chose, c'est une approche qui est vraiment biopsychosociale. Merci beaucoup, exactement. Donc, c'est ça, c'est une approche qui tient compte d'une multitude de facteurs d'environnement pour être mieux équipé, en fait, pour si je peux dire, considérant un large éventail de variables qui contribuent à la dépendance ou qui influencent la dépendance. Alors, voilà. Hélène. Puis la troisième étape, c'est une pratique, un stage dirigé en milieu professionnel. Donc, c'est vraiment 2 étapes de cours plus une étape de pratique. C'est ça. L'étape de pratique, bien entendu, l'horaire dépend du milieu que vous trouvez. Ou le milieu qu'on vous propose, parce que c'est une relation à 2 sens, je vous dirais. Là, si vous avez déjà un milieu, un employeur, ça peut être beaucoup plus facile à trouver un milieu de stage. Sinon, nous, on fait des recherches, mais on peut proposer des milieux. Alors, on prend les inscriptions, les admissions dès maintenant, en fait, depuis déjà quelques semaines, jusqu'au mois de septembre. Le programme débute durant la 3e semaine du mois de septembre. Merci beaucoup, Hélène, pour le partage de la page. Vous allez constater, par contre, que sur la page du programme, la liste de cours n'est pas là encore. Ça va s'en venir. C'est un petit problème technique du site Internet auquel on doit faire face pour l'instant. Mais c'est un programme qui est offert à temps plein, que vous sachiez. Et ce que ça signifie, c'est que vous pouvez demander de l'aide financière auprès du RAFEO ou ESAP. Alors, voilà. Merci beaucoup, Catherine. Merci pour tes questions. Bonne fin de journée, toi aussi. Donc, voilà, je ne sais pas si quelqu'un avait des questions par rapport au programme, si s'intéressait au programme ou au domaine, en réalité. Ou non, mais si c'est non, bien écoutez, je ne vous retiendrai pas plus. Je vais vous laisser aller
vaquer à vos opérations, retourner travailler, dîner ou faire autre activité. Sur ça, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, le site Internet peut vous répondre. Sinon, vous avez toujours un lien de contact. Je vais également mettre mes coordonnées dans la fenêtre de clamartage pour que vous puissiez me contacter. Puis ensemble, on peut parler de chacune des situations pour réévaluer, je vais dire ça comme ça, si c'est un programme qui s'applique pour vous. Pourquoi je dis préévaluer, c'est que moi, je ne peux pas faire d'admission. Donc, je ne pourrais pas vous confirmer en fonction de votre parcours si oui, vous êtes admissible ou non, mais j'ai quand même une bonne idée de qu'est-ce qui peut être admissible ou non. Je vais également vous mettre ce que j'appelle affectueusement mon beau petit lien, donc qui est le moyen le plus simple et efficace pour prendre rendez-vous avec moi. Donc, c'est un lien qui vous donne accès à mon agenda et mes disponibilités. Vous avez à ce moment-là simplement à sélectionner la plage horaire qui vous convient. Automatiquement, de mon côté et de votre côté, on reçoit un rendez-vous. C'est un rendez-vous virtuel. Donc, ça simplifie également là, si vous voulez parler. Des fois, les courriels, ça peut être plus long à avoir des réponses, c'est moins précis. Donc, n'hésitez pas si vous voulez qu'on discute. Le petit lien est là. Ça va me faire plaisir de discuter avec tout un chacun. Puis si vous connaissez des gens parce que je sais que certains d'entre vous, là, peut-être, certains, vous êtes déjà des professionnels dans le milieu, mais peut-être que vous connaissez d'autres personnes, soit dans votre milieu professionnel ou des amis, de la famille qui pourraient s'intéresser au programme, soit comme étudiant ou comme professeur, parce qu'on a encore des unités là, pour lesquelles on recherche des professeurs. Alors, n'hésitez pas à passer le mot, puis nous référer des gens. Ou si vous avez des idées pour nous aussi de comment on pourrait faire la promotion, vos idées sont les bienvenues. Alors, pas de questions de la part des participants? Donc, je pense qu'on va vous laisser y aller. On vous remercie vraiment sincèrement de votre participation aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la présentation, la conversation. Puis, je suis bien contente que vous soyez là. N'hésitez pas à communiquer avec nous là, si vous avez des questions par rapport au programme. S'il y a d'autres sujets aussi de conférences qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous faire savoir. Ça nous fait toujours plaisir. Merci tout le monde. Merci à toi aussi, Sébastien, d'avoir animé. Merci, Hélène. Au revoir tout le monde. Bonne journée.